bonjour et bienvenue à Pack de Pod. Alors moi c'est TK l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. On a un épisode sympa aujourd'hui, mais avant d'introduire un autre invité, il faut d'abord dire bonjour à un certain Bayer, Charlie Bayer, le 004 de ACBB. Comment tu vas mon cher Charlie? Salut l'agent 004, j'aime bien. Salut mon ticket, écoute, ça va bien. Ça va bien, même si vous m'avez manqué un peu quand même, parce que j'ai pas pu être avec vous la semaine dernière pour débriefer de la fin de cette Coupe du Monde qui nous a tant emballé. Je suis content de te retrouver. Allez, avant d'avoir ton avis sur ce Coupe du Monde, je suis content de te retrouver. En plus, tu es de nouveau sur le terrain après ton blessure au dos. Et en fait, j'ai pensé à toi ce week-end parce qu'on a vu Dan Biggar qui s'est bien blessé. Même si tu disais pendant le Coupe du Monde, tu n'étais pas trop fan, je pense que tu as quand même eu un petit sentiment pour lui. Un grand sentiment d'empathie avec lui, parce qu'on voit bien que c'est un truc qui doit traîner. Enfin, c'est un truc qui date pas de. C'est pas en marchant, c'est pas en s'élançant pour cette pénalité pour ce coup de pied qui s'est fait mal. Et non, j'ai vraiment eu beaucoup d'empathie en fait, parce que c'est vraiment le truc de voilà, moi les douleurs lombaires, c'est un truc que je traîne. Là, je l'ai eu au début de saison, d'ailleurs pas joué dimanche à cause de ces problèmes-là. Enfin, ça va, ça vient. Et du coup, le fait je vois bien ce que c'est sur un mouvement tout à fait anodin, avoir ce truc qui vient. Et j'ai eu beaucoup d'empathie. Voilà. Ouais, ouais, ça avait l'air de faire mal. Allez, tu parlais d'empathie. En fait, ça me fait penser à Adrien, en fait, qui a gagné les deux choses pour nos concours de Coupe du Monde. Il a gagné la plombée et le t-shirt pour le Fantasy. Et comme il avait gagné le 2, il avait un peu d'empathie aussi. Il a dit, tiens, pourquoi pas, en fait, donner le t-shirt à la numéro 2 dans le Fantasy. Donc, en fait, Chucky 9, si vous écoutez, bonne nouvelle pour vous. Vous avez gagné un t-shirt grâce à Adrien. Merci beaucoup, Adrien. C'est très rugby tout ça. Allez Charlie, on va voir rapidement vers notre invité, mais en fait, comme tu bossais la semaine dernière, on n'a pas eu un peu ton avis sur ce final et sur ce Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous donner un peu de tes angles? Peut-être que c'est mieux de pas avoir eu mon avis la semaine dernière, parce que j'étais encore un peu un peu boudin. Voilà, je suis boudin depuis sur la Coupe du Monde en général. Avec maintenant un peu de recul, mais on y reviendra peut-être ensemble plus tard. Plus généralement, il y a quand même eu elle a été en deux parties, c'est-à-dire que jusqu'au quart de finale, il y avait quelque chose. Et pour moi, peut-être en tant que supporter français qui a subi une déception et qui a vu les matchs d'après avec un autre œil, moi, il y a vraiment une partie très emballante de poule avec des matchs surprises, avec des équipes qui nous ont attendris, avec une montée en puissance des équipes qui devaient s'installer, et derrière, des demi un peu décevantes et une finale un peu décevante aussi. C'est toujours dur lors d'une finale quand il y a une équipe qui joue à 14. Déjà avant tout, parce qu'on a l'impression que, surtout quand ça finit à un point, donc clairement le nombre de joueurs a fait impression. Comme je vous ai écouté la semaine dernière, et c'est vrai que on ne peut que retenir la beauté de la victoire. Moi, je suis très content pour cette équipe. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cette équipe sud-africaine. Pour le pays, on voit depuis les images de victoires et de fêtes c'est formidable. Donc clairement, enfin, gagner une Coupe du Monde, c'est formidable. Je suis très content pour eux. Mais d'un point de vue de supporter, d'ailleurs, j'ai croisé des Sud-Africains un peu là dans des bars. Dans les week-ends passés parisiens, donc des supporters qui étaient venus pour cette Coupe du Monde, et ça charriait évidemment très fort. Mais cette idée quand même de gagner ces 3 derniers matchs à un point, avec ce qu'on sait de la part de chance et de hasard de la part que la chance et le hasard peuvent avoir sur un match, surtout aussi serré. Voilà, je dirais que c'est une Coupe du Monde qu'il mérite, clairement, vu que c'est les règles du jeu. Et je suis très content qu'ils l'aient eu. Ils sont très machin. Il y a plein de problèmes qu'on a parlé, le fait qu'ils gagnent leur quatrième quand même et qu'il y a un peu d'entre-soi dans ce sport. C'est dommage. Mais voilà, c'est pas une Coupe du Monde qu'ils peuvent avoir gagné en se disant on a marché sur tout le monde. C'est une Coupe du Monde qu'ils sont allés chercher au centimètre près, et en ne lâchant rien, certes, mais on peut pas dire que c'est. Disons qu'en phase finale, elle m'a moins impressionné qu'elle m'impressionnait au début de la Coupe du Monde. Voilà. C'est intéressant parce que ma femme a écouté un podcast d'ailleurs avec Faf de Clerc, et c'était assez marrant parce qu'il parlait de comment les Sudaf sont choisis pour être dans l'équipe, et il disait qu'ils sont pas forcément choisis pour être le plus tactique ou les meilleurs techniciens. Ils sont choisis parce qu'ils sont guerriers et sur leur capacité aussi de recevoir de l'instruction et d'être capable de entendre
que non, t'as pas une bêtise, non, je te sors dans les médias parce que ça marche pas comme il a fait avec Liebuk là dans le demi-finale. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont choisis dans leur qualité de guerrière et plutôt que leur qualité de technicien. Et c'est assez intéressant parce que c'est ça qui leur a fait gagner tous les matchs par un point. Bah, c'est aussi ce côté, oui, il y a beaucoup de chance, mais aussi le côté guerrier. Par exemple, guerrier dans le caractère, peut-être, oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis, en effet, parce que je ne l'ai pas mentionné en faisant cours, mais clairement, oui, le coaching et la tactique ont, lors des 3 derniers matchs de l'Afrique du Sud particulièrement, vraiment été mis en avant. Et il y a cette fameuse bomb squad, ce fameux 7 remplaçants avant pour un 3/4 qui avait été beaucoup critiqué avant la Coupe du Monde. Qui a montré son efficacité. Enfin, le banc a souvent fait la différence dans les matchs de l'Afrique du Sud. Et comme tu dis, je pense que quand tu parles de guerrier de caractère, enfin quand Faf en parle en tout cas, il y a aussi le fait que foutre des mecs qui normalement sont titulaires et ont toutes les qualités pour être titulaires sur un banc juste pour pouvoir leur faire apporter une dimension physique et énergique en cours de match, faut savoir l'encaisser aussi. Je pense que quand t'es joueur, faut savoir encaisser. Faf, qui est quand même un leader, meneur d'hommes, qui a toute sa place avec le numéro 9 sur le dos. Il a été remplaçant sur des matchs et je pense qu'il faut une force de caractère pour se dire, mais oui, clairement, pour le bien de l'équipe, je suis vachement mieux à cette place et on va aller gagner cette Coupe du Monde comme ça. Donc, ouais. Allez, on va écouter tout de suite mon entretien en fait avec Laure Bromont. Elle est journaliste chez Agence France Presse. Et donc, ça veut dire qu'elle a suivi l'équipe de France toute cette Coupe du Monde. Et donc, j'ai pensé que ça peut être vraiment intéressant d'avoir son avis. Et franchement, nos chers écouteurs, vous allez apprendre plein de choses sur son métier de journaliste, sur qu'est-ce que c'est ce travail, et quelques indices aussi sur les différentes personnalités sur l'équipe de France, et ainsi que son bilan de cette Coupe du Monde. Donc, on y va tout de suite. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous une journaliste de AFP, Agence France Presse. C'est Laure Bromont. Comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Merci bien d'être là. En fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement et aussi peut-être nous dire comment ça fonctionne la AFP? D'accord, très bien. Alors, moi, je m'appelle donc Laure Brumont, j'ai 47 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'agence France Presse, mais au service des sports. J'ai commencé au service des sports quand j'étais toute jeune journaliste, donc j'avais 25-26 ans. Puis après, j'ai fait beaucoup de services différents. Je suis allée à l'étranger aussi, je suis allée en province et je suis revenue au sport il y a à peu près 2-3 ans et à la rubrique rugby depuis janvier 2022. Donc, j'ai couvert le Grand Chelem de l'année dernière. Et puis, donc, la Coupe du Monde des filles en Nouvelle-Zélande, a eu une médaille de bronze. Et donc, là, la Coupe du Monde des garçons. Donc, l'AFP, c'est une agence de presse internationale, francophone, mais on travaille aussi dans plein de langues. Et donc, on est établi dans le monde entier. On a des bureaux quasiment dans toutes les capitales. Donc, on a un réseau très, très dense avec à peu près 4000 journalistes en tout, qui ont différents statuts. Et on a 5 grandes capitales régionales, entre guillemets, qui s'occupent de gérer soit l'Europe, soit l'Amérique du Sud, soit l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Et donc, en fait, on couvre l'actualité 24 heures sur 24. Il y a des dépêches, c'est ce qu'on appelle des dépêches, pas des articles, des dépêches qui tombent sur le fil, c'est ce qu'on appelle nous le fil, c'est-à-dire un fil d'actualité comme on peut voir sur Twitter, par exemple, des dépêches qui tombent tout le temps, toutes les secondes, puisqu'on a des journalistes qui travaillent 24 heures sur 24, puisqu'on a tous les fuseaux horaires qui sont utilisés. Donc, ça va des dépêches, évidemment, sur la guerre en ce moment, sur la politique, sur la société. On couvre tous les sujets et on couvre évidemment le sport. On a aussi beaucoup de photographes, d'excellents photographes qui sont toujours primés dans plein de festivals, qui font des super belles photos. Alors, il y a des photographes de sport et des photographes de guerre et des photographes de mode, et des photographes culturels, politique, et on a aussi un service vidéo, ça c'est assez nouveau, enfin on l'a depuis une dizaine d'années, où on fait des reportages comme on peut voir à la télévision, donc des petits reportages avec des interviews, avec des lives dans des conférences de presse. Alors on n'a pas les droits, par exemple, pour les matchs de sport, mais on peut faire les conférences de presse, les entraînements, les choses comme ça. Donc on a un service quand même très global, qui couvre l'actualité internationale et donc dans plusieurs langues, avec évidemment le français comme, on va dire, langue primordiale, entre guillemets, puisque Paris est le siège de l'AFP, mais on a aussi un siège à Washington, on a aussi un siège à Hong Kong, à Nicosie, et le dernier, c'est Montevideo, voilà, pour l'Amérique du Sud.
Ok, donc super. Donc toi, en fait, ton travail pendant cette Coupe du Monde, en fait, tu suivais l'équipe de France en tant que journaliste. Exactement, exactement. Parce que Quelle quand on chance. est en fait à la rubrique rugby à l'AFP, on est en fait finalement que deux à Paris. Donc, je suis avec mon binôme et moi, en temps normal, on couvre le top 14, évidemment, un petit peu la Pro D2, mais surtout l'équipe de France. Donc, on suit essentiellement l'équipe de France quand elle fait le tournoi destination, notamment. Et donc là, pour la Coupe du Monde, on a été évidemment renforcé par plein de journalistes qui nous ont aidés à couvrir les autres équipes. Donc, on était à peu près une dizaine de journalistes francophones. On avait aussi des journalistes anglophones et des journalistes hispanophones qui couvraient les autres équipes. Et nous, avec mon collègue, on était tous les deux sur l'équipe de France. Donc, on les a suivis en fait du début de la préparation, donc à Monaco, jusqu'à la fin, donc le quart de finale, en suivant tous les stages. En fait, on est allé à Monaco, on est allé à Cabreton, à Marcoussis. On a fait les 4 matchs de préparation du mois d'août, et à chaque fois à 2. Et même des fois, quand on était 3, quand on a commencé la Coupe du Monde, on était à chaque fois 3 francophones, un anglophone et un hispanophone pour chaque match des Bleus. Ouais, superbe. Bah, c'est pas mal quand même, Monaco-Cabreton, c'est des bels endroits, je trouve. Oui. Donc en fait, c'est intéressant parce que dans ma tête, le travail de journaliste, c'est à la fois, on va dire, un peu compétitif, mais aussi uni derrière on va dire le métier, aussi uni derrière l'idée de AFP, on va dire. Donc c'est intéressant comme métier. Est-ce que tu peux mettre un petit mot sur cette relation entre journalistes aussi? Alors, nous, alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, moi, j'ai connu les sports il y a 20 ans. Alors, c'était un peu un service où, en effet, le foot est le sport roi, et donc il y a toujours beaucoup plus de journalistes sportifs qui s'occupent de foot. Et après, on est des espèces de petits électrons libres qui s'occupent des sports un peu mineurs, donc le tennis, les sports méca, la natation, le rugby. Et ça a toujours été une espèce de petite niche, le rugby. Et en fait, moi, depuis que j'y suis rentrée, au début, je me suis dit, oulala, mais je connaissais bien le rugby parce que je viens du sud-ouest du Gers, et donc du coup, c'est un peu notre sport, on va dire, primordial dans le sud-ouest. Donc, je connaissais bien le rugby, c'était pas le problème, mais je me suis dit, oulala, mais tous ces journalistes rugby des autres médias, donc c'est les médias télé, les médias radio, les médias presse écrite, eux, ils y sont depuis des années. Parce que généralement, quand on est journaliste rugby, comme c'est quand même un sport compliqué, avec des règles compliquées, les journalistes qui sont au rugby, ils y sont depuis très très longtemps. Moi, mes collègues du Figaro, mes collègues du Parisien, mes collègues de RMC, mes collègues de France Télé, ils sont là depuis 10, 15, 20 ans des fois. Et nous, à l'AFP, comme on est tenu en fait de changer de service, en fait, on reste sur notre poste que 2-3 ans. Ok. Donc, en fait, les gens qui arrivent au rugby, moi et mon collègue et tous ceux qui nous ont précédés, on venait soit d'autres sports, soit d'autres services. Moi, j'ai fait du service généraliste, j'ai fait la culture, j'ai fait de l'économie. Et c'est très étonnant quand on arrive dans ce milieu-là parce qu'en fait, ils se connaissent tous depuis des années. Ah Ils ouais. sont tous, ils sont potes en fait. Ils sont potes, et nous, on arrive un peu l'AFP, toujours un peu, voilà, bon, mais bonjour, moi je viens de là, j'ai fait ça avant. Mais en fait, c'est un milieu, contrairement, je pense, aux autres sports, et notamment au foot, qui est quand même un milieu où il y a beaucoup plus de concurrence. C'est un milieu où la concurrence entre journalistes est un peu forte. Évidemment, on essaie toujours d'avoir des infos avant les collègues de l'équipe, avant les collègues du Midi Olympique, avant les collègues de RMC. Mais l'ambiance est quand même très, très bonne entre nous. Alors, il y a essentiellement des garçons, il faut quand même le dire. On est peu de filles. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frappée quand je suis arrivée. Mais étonnamment, il y a quand même pas mal de filles. Et tu te retrouves, à ce niveau-là, tu te retrouves bien accueilli. Oui, oui, oui. Ben justement, c'est ça. C'est quelque chose dont j'avais un peu peur au départ. Je me dis, oulala, ils vont me voir arriver en me disant, c'est qui cette meuf qui n'y connaît rien. Bon, déjà, j'ai un accent du sud-ouest, donc ça aide Ça dans fait le rugby. ton passeport. Je viens de Gers. Exactement. Je viens du Gers, donc déjà de suite, vu le nombre de Gersois qu'il y avait dans l'équipe de France, on me dit, mais t'es pas pistonné? Non, non, non. Je le pourrais, mais en fait, non. Donc, en fait, c'est vrai que ça aide pas mal, l'accent. Après, ils ont vu qu'en effet, je m'y connaissais un petit peu parce que moi, je suis le rugby depuis que je suis toute petite. J'ai mon papa qui m'a mis dedans avec mes sœurs, et moi, j'ai tous mes copains quand j'étais au collège, au lycée, qui jouent au rugby. Donc on s'y connaît, on regardait les matchs et on était à fond. Donc, déjà, voilà, ils ont vu que j'y connaissais un petit peu. Et puis surtout, le milieu est vraiment très, très sympa. Alors, c'est vrai qu'entre filles, on a tendance à rester un peu, à devenir plus facilement copines avec les autres journalistes filles. Mais les garçons sont vraiment adorables, et vraiment, moi, j'ai trouvé qu'on était super bien accueillis. Et l'ambiance était vraiment très bonne.
Bah écoute, c'est intéressant parce que ça t'offre en fait un vision un peu externe de moi, en tant que l'Américain sur le pack de potes. En fait, je trouve que mon rôle quelque part, c'est d'avoir une vision qui est un peu naïf dans un sens aussi de ce sport, parce que parfois il y a des trucs comme tu dis, bah, que je comprends même si je regarde ce sport depuis maintenant près de 20 ans. Je suis pas né avec comme toi par exemple, mais après en venant avec de l'extérieur, peut-être, est-ce que ça t'offre un angle différent? Ah, mais complètement, parce qu'en fait, donc moi, je t'ai dit, moi, j'ai fait de l'éco, par exemple. J'étais en poste en généraliste et j'étais en poste à Rome. Donc, des endroits, par exemple, Rome, c'est pas vraiment un endroit de rugby. L'éco, ça peut sembler un peu loin, mais en fait, du coup, ça t'ouvre les yeux sur plein d'aspects que le journaliste sportif de base, entre guillemets, ne regardera pas. C'est-à-dire que moi, ça fait presque donc 2 ans que je suis à la rubrique, j'ai fait beaucoup d'angles de papier sur l'aspect économique du jeu, l'aspect santé surtout, parce que tout ce qui était commotion, tout ce qui était dépression des sportifs, c'est vrai que mon collègue n'avait pas tendance à le faire parce qu'il trouvait que lui, il avait déjà suffisamment à faire avec l'aspect sportif de la rubrique, qui est quand même énorme, qui nous prend, on va dire, quand même 90% du temps. Mais il nous reste 10% pour faire autre chose. Donc, pour faire voilà, l'aspect économique, les licenciés, les bénévoles, tous les autres types de rugby, parce qu'on couvre aussi un peu le rugby à 7 et donc le rugby féminin aussi, et pour couvrir tout l'aspect santé. C'est vrai que l'aspect santé, moi, c'est ça qui m'a le plus intéressée depuis que je suis arrivée, enfin, en dehors évidemment des matchs. Et donc, j'ai fait beaucoup de dossiers là-dessus. J'ai interrogé beaucoup de de joueurs et de joueuses à qui c'est arrivé ce genre de problème majeur, qui sont tombés en dépression, qui ont eu des graves problèmes de santé et qui dénoncent ça. Et c'est vrai que le fait d'arriver de l'extérieur du service des sports, d'avoir fait autre chose avant, d'avoir, entre guillemets, un peu de bouteille, puisque j'ai quand même 20 ans d'expérience, fait que on a une vision autre aussi, en effet. Et on regarde les choses différemment. Et en plus, c'est vrai que moi, comme je te disais, j'ai vécu dans le rugby depuis que je suis toute petite, j'ai vu, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand j'étais gamine. J'ai vu des copains à moi sur des champs d'hôpital, dans des brancards, avec des minerves, à qui les docteurs disaient tu joueras plus au rugby. Et les mecs, 6 mois après, ils étaient sur les terrains. Parce que c'est un sport qui te rend dingue, en fait. Et enfin, comment dire dingue, que tu aimes tellement ça, que tant pis, tu vas au-delà tu peux aller au-delà de ta santé, tu peux aller au-delà de la raisonnabilité du chose. C'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai joué beaucoup au foot américain aussi, donc oui, c'est quelque chose qui me touche. Je pense que j'aimerais organiser un épisode spécial là-dessus, et peut-être je te rappellerai en tant que consultante à ce niveau-là, parce que j'ai pas mal de questions. Écoute, je voulais te poser des questions par rapport à le match. En fait, en tant que journaliste, en fait, j'imagine qu'il y a une préparation qui se fait avant un match. Donc toi, tu es écrite, on est d'accord, donc journaliste. Oui. Donc comment tu prépares en fait? Tu arrives à quelle heure? Quelles sont les différentes étapes en amont, on va dire, de ta préparation? Alors déjà, une semaine pour un match de l'équipe de France, une semaine est quasiment toujours un peu la même. On reçoit des plannings et du service de presse. Et généralement, donc, le lundi, ils sont plutôt off. Pour un match, on va dire le samedi ou le dimanche. Après, il y a des entraînements le lundi, des fois le lundi, des fois le mardi. Le mardi, il y en a toujours un. Le lundi, il peut y en avoir un aussi, généralement. C'est des entraînements où on a accès 15 minutes, journaliste. Donc, on peut faire des photos, des vidéos et nous regarder. Et généralement, comme l'équipe de Galtier, l'encadrement de Galtier, sont pas du genre à faire des trucs pour embrouiller les journalistes, on peut déjà voir qui va jouer le week-end. C'est ça qui est bien avec Galtier, il n'est pas du tout dans le on va embrouiller tout le monde. Donc on voit les chasubles en fait des joueurs. Donc tu as les chasubles bleus qui seront les titulaires et les chasubles blanches qui seront les remplaçants. Donc ça nous permet en 15 minutes déjà de savoir un petit peu la composition de l'équipe. Donc un peu la stratégie aussi par rapport au match du week-end. Donc ça c'est le lundi et le mardi. Le mercredi, généralement, ils ont un entraînement, ce qu'ils appellent entraînement à haute intensité, où là, on a accès aussi, des fois, il y a le public aussi, et là, ils jouent vraiment un peu plus au rugby, on va dire, donc c'est un peu plus fort. Donc là, il faut vraiment nous, on y va avec l'idée, déjà, de confirmer la composition qu'on a vue les autres jours. Donc les chasubles, est-ce que c'est toujours les bonnes? Est-ce que les joueurs sont toujours avec les bonnes chasubles bleues? Tout va bien. Et puis surtout, faut faire attention s'il n'y a pas de blessés, parce que comme c'est un entraînement à haute intensité, ça peut arriver. Je me souviens que Gabin Villière, par exemple, il s'est blessé avant le tournoi cette année lors d'un entraînement comme ça, et il a dû déclarer forfait. Donc il faut quand même faire très attention. Alors on n'a pas accès à tout l'entraînement,
Mais si on voit qu'il y a un joueur, à un moment, dans les 15 minutes, on est là, qui se blesse, se touche le genou, pas bien, bon, ben ça, il faut faire une dépêche. Ça, il faut le dire. Parce que ça veut dire, il va être incertain pour le match, ou il s'est blessé. Et là, on peut demander au service de presse, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, sinon, dans ces cas-là, nous, si le mercredi, il ne s'est rien passé, entre guillemets, si tout va bien, si les chasubles ont été les mêmes depuis le début de la semaine, on peut commencer à écrire notre papier sur la composition probable. Donc ça, on va dire, c'est le papier qui est classique de tous les journalistes de rugby. Le jeudi, généralement, on a la composition probable. Généralement, ensuite, le jeudi, ils sont off. Le vendredi, il y a, s'il y a un match le dimanche, sinon c'est le jeudi, il y a l'annonce de la composition. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sacralisé au rugby. C'est le midi, c'est Galtier et Ibanez. Alors pendant la Coupe du Monde, c'était Galtier et le capitaine, mais généralement pendant le tournoi, c'est Galtier et Ibanez qui viennent à midi avec les journalistes. On est invité à Marcoussis. Et donc là, c'est le grand, on va dire, raout, où on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. On nous annonce la composition, qui généralement est la même qu'on a vue en début de semaine. Il n'y a pas beaucoup de changements, ou alors il y a un blessé dernière minute. Et donc, dès que Galtier et Ibanez ont annoncé la composition, ben là, on peut poser plein de questions. Et en fait, c'est le seul moment vraiment où on peut poser des questions à Galtier, à un autre que la conférence d'après-match. Parce que sinon, après, il n'est pas accessible. Donc là, on a à peu près généralement 20-30 minutes de questions. Un peu, tout le monde peut poser toutes les questions possibles. Donc, on pose des questions sur la composition, pourquoi il y a eu tel ou tel joueur qui a été pris, d'autres qui ont été écartés. On pose des questions sur l'adversaire, évidemment, et sur la forme du moment. Voilà. Donc, ça dure, c'est à J-2, donc match moins de 2 jours. Donc ça, c'est vraiment le grand truc qui est important pour nous parce que la composition d'équipe, c'est toujours très important. Ensuite, le J-1, donc c'est la veille du match, c'est ce qu'on appelle le Captain's Run, donc qui est quelque chose aussi de sacralisé au rugby, qui est vraiment quelque chose de très traditionnel. Donc c'est quand l'équipe va reconnaître le stade. Donc elle va jouer, faire un espèce de petit entraînement, mais très light. Et on a accès à l'appareil 15 minutes. Donc il y a l'adversaire et l'équipe de France qui vont le même jour. Quand c'est la Coupe du Monde, c'est au Stade de France, par exemple, ou au Vélodrome, ou on l'a vu au Stadium de Lille. Et donc, c'est la veille du match. On a accès à 15 minutes de l'entraînement et c'est plutôt bon enfant. C'est plutôt, les joueurs sont là juste pour s'échauffer, qu'on va dire. Donc là, nous, on y va. Généralement, l'entraînement lui-même n'a pas d'immense intérêt parce que les joueurs ils vont pas y aller à fond, donc il n'y a pas de blessés a priori. Mais après, il y a une conférence de presse, toujours, du capitaine et d'un joueur, ou d'Ibanez quand c'est lors du tournoi. Donc là, c'est intéressant parce que le capitaine, généralement, donc c'est Dupont, a toujours des choses intéressantes à dire. Et là, on a 15-20 minutes avec eux. Voilà. Oui, j'avais une question sur le jour de match. Est-ce que tu es vraiment genre minutier, tu sais à quelle heure exactement il faut arriver et quelle heure tu vas sortir comme ça? Tu as des moments? Ouais. Complètement, parce qu'en fait, le service de presse nous envoie la veille ou le jour même les horaires de tous les événements. Donc, il y a l'horaire à quelle heure le stade sera ouvert, à quelle heure la salle de presse sera ouverte. Et après, il y a tous les événements qui sont post-match. Donc, la conférence de presse d'après-match, elle est généralement 45 minutes après la fin du match, par exemple. Alors, il y a d'abord les vaincus et après les vainqueurs. Et après, il y a la zone mixte. Alors, la zone mixte, c'est 1h, 1h05 après la fin du match. Donc, la zone mixte, c'est là où on a accès aux joueurs. Un peu, on les voit vraiment, j'allais dire, comme je te vois, quoi, donc face à face. Et ils passent derrière dans une espèce de couloir où il y a tous les journalistes qui sont là derrière une barrière. Donc, il y a les journalistes télé d'un côté, les journalistes radio, les journalistes presse écrite, et les joueurs passent devant nous et s'arrêtent à chaque poule, entre guillemets, pour répondre à nos questions. Alors, il y a des règles de la zone mixte. Alors, généralement, ils viennent nous demander pendant le match quel joueur on a envie d'avoir. Donc, on essaie d'avoir les joueurs qui ont le mieux joué. À la Coupe du Monde, on a eu la chance que World Rugby a édicté des règles vraiment très sévères. Il y avait obligatoirement 8 joueurs qui devaient venir pour chaque équipe. Donc, c'est énorme, 8 joueurs. 8 joueurs, nous, on ne voit jamais ça. Normalement, en tournoi destination, il n'y a pas des règles comme ça aussi strictes. Et généralement, on voit 4-5 joueurs. Et c'est déjà pour nous pas mal. Donc là, on en a eu 8 à chaque fois, à chaque match. Sauf évidemment pour le quart de finale où là, les Français sont présentés qu'à 4. Parce que je pense qu'ils étaient tellement dégoûtés qu'il n'y en a que 4 qui sont venus. Bon, c'est comme ça. Alors, généralement, ils nous envoient des joueurs qui parlent bien, évidemment, qui analysent bien les matchs. Alors, on a toujours tendance à avoir un peu toujours les mêmes, il faut bien le dire. Parce que il y a ceux qui parlent bien et ceux qui
et qui soit n'aiment pas l'exercice, qui n'aiment pas parler aux journalistes, soit qui ont peut-être voilà, qui ont une façon de parler qui est moins accessible pour les journalistes. Donc on voit souvent par exemple Thomas Ramos, qui lui parle très bien, qui est très intelligent et qui a une analyse toujours très pointue. On voit Mathieu Jalibert, on voit Charles Olivon, on voit ce genre de garçon. Greg Aldrit aussi vient souvent, il a une bonne analyse aussi. Cyril Bay, voilà. Alors, on ne voit pas, entre guillemets, des fois, on ne voit pas les stars. Alors, Antoine Dupont, par exemple, ne se présentera jamais en zone mixte parce que lui fait la conférence de presse d'après-match, Oui, là, qui c'est est autre chose à faire, je pense. obligatoire, voilà, avec le capitaine et Galtier après match, il y aura toujours le capitaine Galtier. Donc, c'est le moment où on a Dupont et on n'aura pas après en zone mixte. Après, il y a des joueurs, par exemple Damien Penaud, on le réclame à chaque fois, il n'en passe jamais. Donc bon, c'est peut-être parce qu'il aime pas ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, à chaque fois, c'est une blague entre nous. On dit bon, allez, on va demander Damien Penaud, et puis ben, il va pas venir. Donc Damien Penaud, je sais que c'est quelqu'un qui parle très très rarement aux médias. Voilà, donc bon, ben lui, on sait. Voilà. Après, les autres, généralement, on les a. Alors, je me souviens que Peato Movaca, pour le Grand Chelem, il avait marqué un essai, c'était son premier essai. Et il ne venait jamais en zone mixte. Et là, il était venu et il avait été super parce qu'en fait, il était super content d'être là, super content d'avoir marqué. Et il avait fait une super chouette interview. Ah, chouette. Donc, Et donc, toi, après que tout est fini, donc le match est fini, les interviews sont finies, tu as combien de temps pour c'est quoi le mot pour rendre en fait l'écrit? alors, en fait, oui, c'est vrai que je t'ai oublié de t'expliquer. En fait, déjà quand j'arrive. Alors, généralement, quand le match est à 21h, on essaie d'être là. L'ouverture du service de presse, du centre de presse, est vers 17h30. Donc, on essaie d'être là assez tôt. Je sais que mes collègues, ils aiment bien être là assez tôt parce que ben, ça nous permet de prendre le temps de préparer un petit peu la dépêche, en fait, et de préparer le match. Donc, on s'installe en salle de presse. On peut commencer à aller en tribune de presse aussi, donc là où on se rassit pendant toute la durée du match, qui est généralement assez haute, voilà, où on voit bien le match. On est au-dessus généralement des tribunes présidentielles, donc on voit assez bien. Alors ça dépend des stades. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup de stades là depuis 2 ans, les tribunes de presse sont pas forcément à la même hauteur. Ouais. Alors c'est très drôle parce que par exemple au Vélodrome, ben, on est tellement haut qu'en fait on voit pas la touche, la touche qui est la plus près de nous. Il faut qu'on se mette debout parce que sinon on la voit pas. Il y a des stades comme Murrayfield, c'est très bien fait. C'est vraiment un petit stade, donc on est vraiment près du terrain. Lambs Park à Cardiff, pareil. L'Aviva Stadium à Dublin, on est très haut aussi. Alors on voit heureusement qu'on a les écrans géants parce qu'on est vraiment très haut. Le Stade de France, pour ça, il est bien fait. La tribune de presse est à une hauteur assez bien faite et on voit bien toutes les lignes de touche. Donc là, on s'installe en tribune de presse. Moi, j'aime bien m'installer vers 19h, donc 2 heures avant. Et là, on commence déjà, c'est tout bête, mais il faut vérifier que tout marche bien. Ouais. Donc, la technique, l'ordinateur, est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien? Parce que ça, c'est tout bête, mais quand on est journaliste, c'est vraiment la grande panique si on ne peut pas envoyer notre papier. Voilà. Donc, c'est tout bête, mais moi, ça m'est arrivé des fois. Le Wi-Fi qui ne fonctionne pas, il faut envoyer le truc et on n'a rien, quoi. Donc, on fait du partage de connexion. Enfin bon, c'est la galère. Donc, ça, il faut vraiment être sûr. Donc, ça, on vérifie bien. On s'installe. Voilà. Généralement, on a à manger. Donc, on mange parce que du coup, il est 19h. Il faut manger un peu. On s'installe et on peut commencer à préparer les dépêches. Donc, parce que nous, la particularité de l'agence de presse, mais maintenant, en fait, quasiment tous les autres médias écrits, c'est pareil que nous. Comme il y a maintenant Internet et on les oblige à écrire aussi pour leur site Internet, avant, ils avaient un petit peu de temps pour écrire en fonction du bouclage du journal. Maintenant, il faut que leur papier passe sur leur site Internet, donc quasiment dès la fin du match. Et ce qui est exactement nous, à l'AFP, notre contrainte, parce que nous, comme on travaille, entre guillemets, pour qu'on soit les premiers, ben en fait, il faut que le papier soit écrit pendant le match pour que dès le coup de sifflet final, on envoie tout, en fait, pour que les clients l'aient en premier. Mais en fait, finalement, depuis quelques années, à cause des sites Internet, nos collègues de la presse écrite, donc le Parisien, l'Équipe, le Middle, tout ça, le Figaro, en fait, ils font pareil que nous. Ils écrivent leur papier et ils les envoient de suite sur le site Internet. Donc, on a un peu les mêmes contraintes. Ça devait être un moment de haute intensité, on va dire. Exactement. C'est quelque chose qui, au départ, me faisait assez peur parce que je me dis, oulala, mais en fait, comment tu peux écrire sur un match tout en continuant à le regarder? C'est quand même ça le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est sur un écran, on voit plus le terrain. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre la technique, entre guillemets. C'est que moi, on est deux. Donc, ce qui est même assez confortable, c'est qu'il y en a un qui écrit le compte-rendu. Donc, généralement, c'est mon collègue. Donc, le compte-rendu, c'est vraiment l'effet de match.
ce qui s'est passé pendant le match, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, un peu le parcours de l'équipe, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le compte-rendu, c'est le papier le plus global. Donc lui, il écrit vraiment durant le match. Il faut vraiment qu'il écrive pendant le match pour que lui, ça parte dès la fin. Moi, j'écris ce qui s'appelle le magazine. Donc le magazine, c'est un papier un peu plus écrit, un peu plus anglais, un peu plus, entre guillemets, sympa. Donc on écrit généralement sur un joueur ou sur un fait de jeu. Alors, ça m'est arrivé d'écrire sur un joueur qui a marqué par exemple 3 essais. Voilà. Ça, un peu plus de temps pour l'écrire, parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire dès la première mi-temps, en fait. Déjà, il faut attendre de savoir sur qui on va le faire, tout simplement. Parce qu'on ne va pas commencer à dire je vais écrire sur Damien Penaud à la première minute. S'il n'a pas marqué, voilà, on s'en fiche. Donc, en fait, généralement, moi, j'attends la première mi-temps. Alors, je note beaucoup de choses. J'écris tous les trucs qui semblent intéressants, qui peuvent me servir. Et à la mi-temps, on discute et on décide sur quoi on va faire le magazine. Donc, comme je te dis, ça peut être un joueur. Donc là, par exemple, pour le quart de finale, je l'ai fait sur Dupont, puisque Dupont, c'était le match où il revenait, et c'était le match qui était censé être son match. Donc j'ai écrit sur Dupont pour le quart de finale. Il y a eu d'autres fois où je peux écrire sur, par exemple, la mêlée, parce qu'on a estimé que la mêlée était vraiment un moment très important. Une autre fois sur la défense, sur la discipline. Donc ça dépend vraiment. Il faut vraiment avoir une vision un peu globale du match, et qui généralement, du coup, on l'apprend à la mi-temps. Donc, c'est surtout la première mi-temps qui doit nous aider. Et en fait, généralement, j'écris pendant la deuxième, et tout en continuant à regarder le match. Et mon papier doit passer aussi, pareil, de suite après le compte-rendu. Donc, il faut qu'il parte vite. Après, ça nous laisse 2-3 minutes pour souffler et pour fermer notre ordinateur. Et on descend, parce que généralement, la salle de presse, elle est dans les sous-sols. Et là, on attend la conférence de presse. Et moi, je vais en zone mixte. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, donc, tu vois, pour les matchs, on va dire un match de 21h là, de Coupe du Monde, j'y étais au Stade de France vers, on va dire 5h30. Et j'en suis partie toujours vers 1h du matin. Ouais, c'est une belle journée de travail. Donc, ça fait une belle journée parce qu'en fait, le matin, on a des fois des trucs à faire. Mais on lit aussi beaucoup la presse, on regarde ce qui s'écrit ailleurs et tout. Donc, on prépare notre match. On peut regarder les statistiques parce que World Rugby, mais aussi c'est pareil pour le tournoi destination, ils nous envoient plein de statistiques avant les matchs. Donc, ça, c'est super. Donc ça peut nous servir pour les papiers. Et je voulais partager un petit truc un peu l'américaine. En fait, il y a un ancien joueur de foot américain de NFL qui est devenu journaliste, commentateur, on va dire. Et en fait, lui, il a une petite tradition dans chaque ville qu'il va. En fait, il montre ce qu'il donnait aux journalistes à manger. Et je trouve ça assez drôle. Tu imagines donc, la prochaine fois que tu es en Irlande, tu peux mettre sur ton Instagram et voici ce qu'il nous a donné à manger en Irlande. Et je trouvais ça très drôle. En fait. Mais c'est vrai. Écoute, justement, nous, on s'est rendu compte qu'en fonction, c'est surtout au tournoi, puisque au tournoi, on change de pays. On s'est rendu compte en effet que les buffets entre guillemets qui sont offerts aux journalistes dépendaient vraiment du pays. C'est-à-dire qu'en Italie, on est toujours super bien accueillis. C'est vrai qu'à Rome, à chaque fois, on se régale, c'est très très bon. Dans les autres pays, j'avoue que les pays anglo-saxons, c'est pas non plus très génial. Mint jelly sauce, ouais. Voilà, donc bon, écoute, on fait avec. Bon, il y a des fois, moi, ça m'est arrivé honnêtement de voir la tête des trucs et de dire ok, je mange pas. Ouais, non, peut-être pas. Je prends une pomme et puis ça va suffire. Mais on a quand même toujours de quoi manger. Il y a toujours du thé, du café. Enfin bon, on n'est quand même pas affamé, hein, ça va. Bon, écoute, je voulais te poser une question par rapport à la World Rugby et on va dire tout ce qui est social media en ce moment. Parce que tu avais dit, en fait, il forçait, entre guillemets, beaucoup plus de joueurs d'être disponibles. Et en même temps, moi, en tant qu'externe, il y avait deux choses que j'ai notées. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de couverture au niveau sur les réseaux sociaux par des influenceurs. Par exemple, je pense au Rugby au Top et The Rugby Guy. Et je trouvais ça plutôt intéressant, très intéressant, je trouve. Mais en même temps, il y a moins de replays, de vidéos sur le web, il n'y a rien sur YouTube après. Par exemple, moi, j'ai un peu de tendance de regarder le match et après, j'aimais bien quand je pouvais re-regarder le match sur YouTube assez facilement. Tu mettais un peu en accéléré pour vraiment voir certains éléments. Et en fait, donc il y a à la fois un côté où il y a plus de, on va dire, de tout ce qui est autour de rugby avec les influenceurs. Et après, en même temps, par exemple, il y avait Wayne Barnes qui était critiqué ou en fait signalé par World Rugby parce qu'en fait, il remettait une vidéo où il disait en fait une bonne chose par rapport aux valeurs de rugby, où il y avait un joueur, je pense, Roumanie, qui a lui serré la patte après avoir reçu. Oui, je m'en souviens. En fait, après, il est critiqué et tapé sur les doigts Wayne Barnes parce qu'il a mis ce vidéo sur YouTube, il avait pas, sur Twitter, il n'avait pas de droit. Est-ce que tu peux me mettre un peu de lumière
lumière ou donnez-moi ton avis là-dessus. Sur le côté influenceur, qu'est-ce que tu penses de ça? Et deux, sur le côté réseaux sociaux, parce que je suis un peu paumé là-dedans et je pense que c'était pas forcément super bien géré parce que moi, j'ai envie de plus de rugby, en fait, après un match, et j'ai pas eu. Alors, c'est très simple, c'est World Rugby qui donne les règles. Et en fait, 6 mois avant la Coupe du Monde, j'ai assisté donc à un briefing, un média briefing avec les gens de World Rugby, où ils nous ont donné toutes leurs règles, et notamment les règles pour tout ce qui était partage de vidéos, partage de sons. Et alors, ils nous ont dit déjà direct, ils nous ont dit, vous, en tant que journaliste, déjà, vous n'avez pas le droit de faire aucune image, aucune vidéo du match. 10 joueurs de la zone mixte. Tout ça, c'est interdit. Donc déjà, bon, ok. Après, ils nous ont dit, pour vous, si vos médias doivent donner des images et tout, il faut être détenteur de droit. Il n'y a que les médias détenteurs de droit, donc en France TF1 et RMC, qui avaient le droit de récupérer des images et des sons des matchs. Donc déjà, ça, il faut le savoir que c'est totalement codifié. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, énormément d'argent. Et World Rugby, au fur et à mesure que les éditions des Coupes du Monde avancent, se fait de plus en plus d'argent là-dessus. Donc, les détenteurs de droits ont des droits que nous, en tant que non-détenteurs de droits, on n'a pas le droit. Donc, c'est très codifié pour ça. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas utiliser les images qu'on veut, on ne peut pas utiliser les sons que l'on veut si on n'est pas détenteur de droit. Et les détenteurs de droit, ça coûte énormément d'argent. TF1 et RMC ont payé très très cher pour avoir le droit d'être, entre guillemets, au-dessus du lot. C'est-à-dire que les autres journalistes comme nous, les autres médias qui n'avons pas les droits, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et World Rugby, c'est pour ça, a limité énormément les partages de vidéos, les partages de replay, parce que en fait ça se paye, ça a un coût, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent en fait. Donc tout ce qui était sur Twitter, il y avait plein de vidéos on ne pouvait pas avoir accès, et donc en fait Wayne Barnes, pour donner ton exemple, il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas détenteur de droit, c'est juste on va dire un mec lambda, il est arbitre de la Coupe du Monde, mais c'est un mec lambda, et donc il n'a pas le droit dans l'image. Mais oui, mais c'est ça qui est fou. Mais quelque part, je trouve que c'est par exemple, quand je suis allé sur l'Instagram de TF1, et en fait, on connaît à peine qu'il y a un Coupe de Monde. Donc, je trouve ça bizarre parce qu'en fait... Ils ont payé très cher. Ouais, et par exemple, donc, moi j'ai Starac, machin truc, et après, ah oui, tiens, il y a un truc de rugby. Et pas forcément un truc que j'ai envie de partager. Il faut avoir les meilleurs plaquages de la semaine, les meilleurs essais, les meilleures passes, les meilleurs... tout, et je trouve que ça n'existe pas. Et en fait, oui, ils font ça pour l'argent, pardon, mais je trouve que quelque part, c'est à la détriment de rugby en général. Je prends. Ah, mais complètement. Ouais, mais NBA. Complètement. C'est vrai que nous, alors je sais pas si non, je crois que c'est accessible à tout le monde. Il y avait une application de la Coupe du Monde. Je sais pas si toi tu y es allé. Oui. Rugby World Cup, on l'avait fait une application. Donc moi, je l'ai téléchargée parce que elle était quand même assez pratique. Il y avait tous les stats, il y avait les feuilles de match, et il y avait justement les replays des matchs. Si on n'avait pas vu un match, on pouvait voir 5-10 minutes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et donc ça, il nous avait expliqué, pareil, à ce fameux média briefing en mars, que ça, les highlights de chaque match, il les offrait généreusement aux gens qui n'étaient non détenteurs de droit. Mais pareil, alors il faut toujours, il faut mettre que c'est des images World Rugby, que c'est ci, que c'est là. Donc c'est très, très codifié. Donc si on voulait mettre, par exemple, l'essai de Penaud dans un match, si on n'est pas des non détenteurs de droit, il faut négocier avec World Rugby. Et pareil pour tout ce qui était réseaux sociaux. Je reviens à tout ce que tu me disais sur les influenceurs. Alors ça, les influenceurs, c'est quelque chose qui est plus globalement un problème, j'allais mettre ça, mais entre guillemets, hein, c'est un problème dans le sport en règle générale, hein, pas que dans le rugby. C'est que maintenant, à côté de nous en tribune de presse, il n'y a pas que des journalistes. Il y a énormément de gens qui sont influenceurs, qui sont diffuseurs de contenu sur leur propre site à eux, leurs propres médias à eux, leur propre compte Insta, leur propre site où ils sont on va dire des rugby influenceurs ou des sports influenceurs. Et en fait, les grandes instances internationales de sport les invitent parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait une visibilité sur les réseaux sociaux qui n'était pas la même du tout que les médias traditionnels, qui leur coûte entre guillemets moins cher. Parce qu'en fait, ils ont juste invité la personne à lui permettre d'avoir, on va dire, peut-être des images un peu plus sympas, avoir accès à des joueurs, avoir accès sur le bord du terrain. Parce que ces gens-là, quand même, ils vont sur le bord du terrain, quand même. Moi, j'y ai pas droit. Hein. Moi, il faudrait que je demande un truc spécial. Par exemple, ma collègue de TF1, elle avait droit à aller sur le bord du terrain parce qu'elle était détentrice de droit.
la collègue de RMC aussi. Et ces influenceurs-là, on s'est rendu compte que quand même, de plus en plus, ils sont invités à côté de nous en tribune de presse, ils sont là aux conférences de presse, ils posent des questions, ils mettent des choses sur leur compte, et on se dit, mais c'est fou ça. Et en fait, quand on en parle aux instances, à la Ligue, à la Fédé, à des gens comme ça, ils nous disent, oui, mais nous, c'est une façon aussi de viser un autre public. En fait, un public plus de jeunes, plus de gens connectés qui ne regardent pas les médias, qui lisent pas le Middle, qui lisent pas l'équipe, qui regardent pas TF1 ou Stade 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, dans leur idée, c'est pour pouvoir que le rugby soit plus accessible aux jeunes, parce qu'il faut bien le dire que le rugby, quand même, faut le voir dans les stades. C'est un sport de vieux. Et dans les stades, il y a énormément de vieux. Donc, pour que justement on arrête ça, World Rugby et la plupart des instances font la même chose. Alors déjà, on développe le rugby à 7, parce que c'est un sport qui est beaucoup plus spectaculaire. On développe le rugby féminin, pour qu'il y ait de plus en plus de filles et de femmes dans les tribunes. Et on développe les réseaux sociaux en faisant des contenus un peu sympas, un peu rigolos, en faisant des compétitions un peu plus sympas comme le Super Sevens, des choses comme ça, qui, a priori, doivent plaire plus aux jeunes. Parce que sinon, dans les gradins, plus ça vieillit et moins il y aura de gens dans les stades, en fait. Puisque ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont mourir, c'est triste à dire. Mais les vieux abonnés et les gens qui vont au stade, ils vont pas forcément transmettre leur passion à leurs enfants. Ça arrive, la plupart du temps, heureusement, ça arrive. Mais je pense que le rugby, en règle générale, c'est peut-être pas la même chose dans les autres sports, a vraiment peur de ça, du vieillissement des spectateurs et du vieillissement des téléspectateurs et du vieillissement en fait, de son public, tout simplement. Ouais. En fait, tu parlais du set et du women's, et c'est des choses qui nous intéressent aussi beaucoup ici à Back the Pod. J'espère que, par exemple, dans les Jeux Olympiques, j'aimerais bien aller voir un match ou deux. Ça peut être sympa. Tu vas être là pour les JO ? Normalement, oui, je couvre le rugby à 7. J'avais fait les JO de Tokyo déjà, et j'avais couvert aussi le rugby à 7. Et là, normalement, je vais m'en occuper. Okay, et cool. Puis, j'ai été à la Coupe du Monde des filles. Alors là, c'est pareil, à la Coupe du Monde des filles en Nouvelle-Zélande l'année dernière, quand on pense que nous, on était 5 journalistes français sur place, et quand on voit les garçons, on était, je sais pas moi, 40 peut-être. C'est là où il faut faire des efforts, en fait. Et c'est là où World Rugby met beaucoup d'argent, quand même. Ils font beaucoup d'efforts pour augmenter le nombre de compétitions, pour que les filles viennent plus au rugby. Parce que c'est une population qui va venir de plus en plus à ce genre de sport. Et c'est vers là qu'il faut aller, en fait, pour augmenter le nombre de gens dans les stades. Ouais, et c'est super sympa à voir aussi. C'est des bons rugby. Oui. Allez, on revient sur le Coupe du Monde. Question rapide. Est-ce qu'il y a un petit pépite que tu peux partager avec nous, quelque chose que tu as vécu pendant ce Rugby World Cup? Oh là là. Moi, j'ai surtout vachement apprécié l'ambiance. Bon, après, tout le monde va le dire, mais c'est vrai que l'ambiance dans les stades était super. J'ai beaucoup aimé faire tout ce tour des stades, en fait, aller voir de nouveaux stades où j'étais pas allée. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont les journalistes entre eux discutaient. Alors, on a beaucoup parlé avec des journalistes étrangers. Donc, ça, c'était sympa de voir. J'ai rencontré des journalistes uruguayens, des journalistes namibiens et tout. Ça, c'était vraiment sympa d'avoir accès à cette autre culture via le rugby. Après, des moments un peu particuliers, moi, l'embêtant, c'est que c'est des moments un peu plus liés à mon travail. C'est des moments liés à l'adrénaline, quand Dupont se blesse, quand il faut faire ce genre de choses et être dans la précipitation, dans l'urgence, chercher des infos. C'est beaucoup d'adrénaline et c'est en même temps passionnant, parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier aussi, pour qu'il y ait des moments aussi un petit peu comme ça particuliers. Après, j'ai un très bon souvenir du premier match contre les All Blacks, parce que vraiment ce match était assez dingue, et avec mes collègues, on se regardait avec des yeux comme ça brillants, on se disait ça y est, on y est, cet événement qu'on prépare depuis un an et demi, il arrive, le match est top, on gagne, et il y a eu de malades. Donc c'est vrai qu'après, les autres matchs ont été un peu plus, on va dire, un peu plus mous en termes d'ambiance, et encore les ambiances étaient bonnes à chaque fois. C'était un peu moins foufou que le premier match. Après, moi, je me souviens évidemment du quart de finale, où là, ça a été par contre une espèce de silence terrifiant, même en tribune de presse. Dans le stade, les joueurs étaient vraiment, on a attendu énormément avant qu'ils arrivent en zone mixte. Ils étaient tous vraiment dépités.
Et à côté, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on voit aussi les adversaires. Alors, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, alors j'aime beaucoup les All Blacks et je trouve que c'est vraiment une équipe c'est dommage, elle a perdu, mais en finale. Mais par exemple, les joueurs All Blacks, quand ils viennent en zone mixte, le premier match, quand ils perdent contre les Français, d'abord, ils étaient nombreux. On n'a eu que les stars. Donc, on a eu tous les Bowden Barrett, les Scott Barrett, les Whitelock, les Aaron Smith, tout le monde. Ils sont tous venus en zone mixte parler. Ils étaient tous souriants. Ils étaient sympas. Ils étaient dispo. Et ils faisaient le boulot, on va dire, le job comme à l'américaine, quoi. C'est-à-dire pro jusqu'au bout des ongles. Et les Sud-Africains, au quart de finale, ça a été pareil. On a vu toutes les stars. On a vu De Klerk, on a vu Elizabeth, on a vu Colby. Ils étaient tous là et ils font le job vraiment bien. Et moi, ce qui est un petit peu quelque chose que je regrette, alors c'est pas une pépite, c'est plutôt un regret. Quand on voit les adversaires des Français, ils sont toujours super pros. Super dispo, super souriants, ils font le job, ils font l'effort parce qu'ils savent que ça fait partie de leur métier aussi de répondre à la presse. Et je trouve que les Français, à cette Coupe du Monde, bon, c'était déjà un petit peu le cas au tournoi, ils sont pas souriants, même quand ils gagnent. Ils sont pas hyper enthousiastes, ils sont très froids en fait. Alors ils font le job, on va dire, mais ils le font de façon alors, il y en a certains qui sont un peu plus, on va dire, naturels que d'autres. Je pense à Paul Boudéan, qui est encore jeune et qui fait un peu le show, ou Arthur Vincent, qui est toujours très sympa et tout. Mais la plupart sont quand même assez fermés, assez froids. Et je vous dis, pour le quart de finale, on les a attendus énormément de temps. Il n'y en a que 4 qui sont venus, quoi. Et 4, dont 2, 3 qui nous ont dit 3 phrases, parce qu'en fait, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ne voulaient pas parler plus. Et on n'avait pas vu ça pour les All Blacks. Les All Blacks, quand ils ont perdu, bon, évidemment, c'était que le premier match, il n'y avait rien de méchant. Mais les All Blacks, ils étaient tous là, ils ont tous répondu, ils sont tous avec le sourire, voilà. Moi, perso, je pense que la France est dans un espèce ils grandissent et ils sont dans cette phase où ils ont pas encore le droit à l'erreur, en fait. Et c'est pour ça. Et là, après, maintenant qu'il y avait un échec et, enfin, ça va bien sûr faire que grandir, j'espère. Tu vois, après, peut-être parce que je pense que c'est la première fois, ils étaient vraiment déçus. Comme ça, oui. Ça fait 2 ans qu'on surfe sur une vague incroyable, et même qu'on a perdu contre Irlande en assignation par beaucoup, c'était ok, c'est pas la fin du monde celle-là, mais ouais, je peux comprendre. En fait, c'est comment dire, il prend un peu de maturité, un peu de gris dans la barbe, quoi, un peu pour être comme Whitelock, qui est pas mal gris, mais ouais, je pense que prochaine fois, peut-être. Ce qui est intéressant, ce que j'entends, c'est aussi que le plaisir revienne aussi, et pas juste les attentes et la performance, ouais. Exactement, on l'a senti ça. Oui, donc dernière question là-dessus sur le côté rugby. Je sens après ce Coupe du Monde qu'il y a parfois un petit goût dans la presse et dans les réseaux sociaux qui est un peu amer, en fait. Bien sûr, pas juste nous, en fait, aussi, mais que l'Afrique du Sud a gagné, mais chaque fois par un point. Et en fait, je trouve ça dommage quelque part parce qu'il y avait beaucoup de belles choses dans ce Coupe du Monde avec, franchement, on a eu, je pense, 3 des meilleurs matchs de jamais, en fait, dans ce Coupe du Monde. Il y avait plein de super choses et qu'on finit avec un petit mauvais goût dans la bouche, c'est dommage. Tout à fait. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, on a vu la Coupe du Monde partir vraiment crescendo. Bon, le premier match était quand même assez dingue. Il y avait l'ambiance, on s'est dit tout. En fait, c'est là qu'on s'est dit en sortant. Moi, je me souviens, je suis rentrée chez moi. D'ailleurs, j'ai pas dormi, je crois, cette nuit-là, parce qu'en fait, il y a toute l'adrénaline, il y a le fait que ça commence, qu'on ait gagné et qu'on a senti vraiment l'engouement des gens, quoi. Vraiment, on avait l'impression que tout le monde commençait à vraiment parler rugby, s'intéresser au rugby, croire à cette équipe. Et on l'a vu en crescendo, on l'a vu durant les matchs. Alors, l'Uruguay était un petit peu un moment un peu de oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, ils se sont rattrapés. L'Italie était assez dingue quand même. Le match contre l'Italie, on avait l'impression qu'ils marchaient sur l'eau. Ah ouais. C'était. En plus, on avait peur avant. Parfait, voilà, exactement. Et en fait, on s'est fait peur avant l'Italie. Et puis quand on a vu ça, on a dit, bon, c'est bon, là, les mecs, tranquilles, le quart de finale, ça va être nickel. Bon, en fait, pas du tout. Ils se sont peut-être vus un peu trop beaux et un petit peu déjà trop en demi-finale, l'en mettant. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on sentait tellement tout le pays derrière, tout le monde qui parlait de ça, tout le monde qui était à fond. Une équipe qui était, faut bien le dire, quand même, jamais été aussi forte, qui n'avait réuni, enfin, toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils aillent au bout. Et voilà, on est tombé de très, très haut. Et du coup, la déception est d'autant plus grande, ça c'est sûr, parce qu'on se dit dans 4 ans, c'est long. Alors l'Australie, effectivement, il n'y aura peut-être pas la pression d'être à la maison.
les joueurs ont gagné en maturité, comme tu dis, tout à fait. Parce qu'on le voit, hein, les équipes qui gagnent, il faut regarder les Springboks et les All Blacks, ils ont combien de sélections, les mecs? Ils sont tous 80, 90, 100 sélections. Nous, on en est très, très loin. On en est très, très loin. Donc, l'Australie, ça peut être notre année. Ça peut être notre Coupe du Monde parce que les mecs, ils en seront à les 80, 100 sélections pour la plupart. Ils auront tous dépassé enfin tous. Beaucoup auront dépassé la trentaine. Et au final, peut-être que le rugby est un sport de vieux, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, finalement, c'est avec les vieux que tu gagnes. Oui, c'est ça. Donc, il faut se dire ça, que voilà, l'Australie sera peut-être notre compétition. J'espère que on se reverra là-bas, hein, avec Pacte Pot, parce qu'on veut être le podcast rugby indépendant, et peut-être on serait en Australie à tes côtés, si possible, ça me fera plaisir. Écoute, ça fait vraiment un plaisir de t'inviter ici à Pacte Pot, et tu nous as apporté plein de lumière sur plein de sujets différents, donc je te remercie beaucoup d'être là. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Alors, moi, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Insta aussi, mais le compte Twitter, c'est là où je mets le plus de choses de rugby. C'est Elle Brumont, tout simplement. Bon, Elle Brumont sur Twitter, voilà. Très bien, merci beaucoup d'être là alors. Je te remercie, et puis désolée d'avoir été aussi longue et aussi bavarde. C'était très bien, t'inquiète. Ok, je te remercie. Allez, grand merci à Laure d'être passée sur l'émission. J'espère de la réinviter à un autre moment. C'était très intéressant d'entendre les coulisses en fait de cette Coupe du Monde et de revivre un peu le parcours de nos Français. Mais figure-toi qu'on avait parlé un peu du W15 qui a lieu en Nouvelle-Zélande, cette compétition féminine aussi. Et après la fin du parcours de l'équipe de France en Coupe du Monde, les meufs nous ont un peu relevé l'enthousiasme avec leur super entame contre la Nouvelle-Zélande. On était très heureux de ce très beau match. Malheureusement, doit y avoir une petite malédiction. Je pense que les Françaises comme les Français avant elles ont réussi un coup d'éclat en battant la Nouvelle-Zélande, mais malheureusement le reste de la compétition ne s'est pas aussi bien déroulé, et nos copines, après avoir perdu contre l'Australie, se sont aussi inclinées contre le Canada. Donc fin de compétition un peu dure, mais comme pour les mecs, on attend le tournoi avec impatience. Oui, c'est vrai que les filles ont perdu contre Canada 29 à 20 pour Canada. Donc, j'étais un peu surpris. Et finalement, Canada, elles sont quatrièmes en fait, les filles. Donc c'était pas si mal, entre guillemets, de perdre contre Canada. Par contre, c'est quand même Angleterre qui est en grand forme, qui, eux, ils ont battu Nouvelle-Zélande 33-12 quand même. Pour les 6 nations, les Anglaises vont être en forme. Ouais, d'ailleurs, tu parles du Canada. C'est marrant parce que cette défaite m'a quand même rappelé comme on l'évoque souvent, mon premier contact avec le rugby féminin international, en tout cas, c'était en 2014, pendant la Coupe du Monde qui avait été organisée en France. Et on avait perdu notre demi-finale contre les Canadiennes, d'accord. Et dans ce groupe Canada, il y avait une certaine Magali Harvey, une ailière pour le Canada, du coup, que j'ai beaucoup aimé par son jeu, entre autres, évidemment. Et figure-toi que depuis cette saison, elle joue à Bordeaux. Alors, elle est venue en France, voilà. Elle était passée par l'Espagne, les États-Unis, et la voilà en France pour Bordeaux. Donc, raison de plus pour suivre ce championnat. Ouais, tu devrais les contacter, Charlie, tu sais jamais. Je pense. Ça manque d'accent québécois dans ce podcast. Très bonne idée. Et n'oubliez pas, nos chers écouteurs, de revenir la semaine prochaine. Nous avons le plaisir d'inviter Didier Planin, qui est le vidéo-analyste de USAP. C'est son 3e année qui va passer pour nous parler du Top 14, en fait, et toute son expertise et toutes les différentes équipes de notre Top 14. Et comme la saison démarre, ça serait bien de se rafraîchir un tout petit peu et se remettre dans le Top 14. Donc, je suis content de passer un bon moment avec lui. Mais oui, complètement. Il nous faut un petit update pour cette reprise de Top 14. Donc, Planin, on est content de le retrouver. Exactement. Allez, donc, nos chers écouteurs, n'hésitez pas à partager vos sentiments par rapport à toutes ces bonnes choses sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur Insta, X maintenant, et Facebook, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, mon grand Charlie. À très bientôt. J'étais content de nous retrouver et de revenir un peu quand même sur ce parcours. Et puis, aux écouteurs, je dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et Magali, si tu nous écoutes, peut-être à plus vite pour avoir un peu ton avis sur le championnat français.